Bienvenue aux deuxième session du module 5 du programme e-learning de Safer Africa. Ensemble avec mon collègue Casimir Sanon de Humanité et Inclusion de Burkina Faso, nous avons développé cette session concernant la vulnérabilité. Le module des usagers de la route est divisé en 4 sessions. Vous avez déjà suivi une introduction qui explique un peu la nature du comportement humain. Cette session-ci se développe la notion de vulnérabilité. Après, il y a encore 2 autres sessions qui expliquent 2 approches pour modifier le comportement, soit l'éducation, soit la mise en application ou le contrôle, ou en termes anglais, enforcement. La session vulnérabilité contient 3 aspects. Qu'est-ce qu'on comprend par la notion vulnérabilité et qui sont les usagers vulnérables? Le cerveau humain a beaucoup de possibilités, mais aussi des limites. 3 éléments qui sont quand même importants pour la circulation donnent parfois des problèmes: la visibilité, la fatigue et l'attention. En troisième lieu, dans la dernière partie, on discute quelques problèmes plus spécifiques de l'Afrique. L'un des principaux principes d'un système de sécurité routière durable, comme nous l'avons vu dans le module 1, est le fait que les humains sont très vulnérables. Notre corps humain, bien qu'il soit un instrument magnifique et fort, est à la fois très fragile. L'impact d'un accident sur le corps humain dépend de beaucoup d'aspects différents. Par exemple, le type d'accident, quelle partie du corps a été touchée, l'âge de la personne impliquée, le genre d'objet que vous frappez sur une surface molle ou une surface solide, la zone de froissonnement de l'objet, mais surtout de la vitesse de la véhicule au moment de la collision qui est crucial pour l'impact et la gravité de la blessure. C'est l'énergie cinétique révélée par l'impact qui a un rôle crucial, et cette énergie cinétique dépend pour la plupart de la vitesse au moment de l'impact. Intuitif, nous le savons tous, et notre corps et notre esprit nous avertiront automatiquement pour cela. Sauter d'un arbre de la première branche à 1 mètre d'auteur ne nous effraie pas. Mais quand nous sommes à une branche plus élevée, disons 2 à 3 mètres, normalement notre corps résistera. On peut comparer la vitesse avec une chute qui se traduit par une autre énergie cinétique lors de l'atteinte du sol. La même chose se produit quand un bon ami vous donnera un coup d'amical à votre joue. Par rapport à la situation d'un boxeur vous donnera un uppercut gauche. C'est la différence de vitesse de son mouvement de bras qui vous donnera une sensation de douceur ou un étourdissement fort par le poids de sa main ou son bras. Parce que dans le trafic, la vitesse est beaucoup plus élevée que la vitesse quand on marche pour laquelle notre corps est construit, chaque utilisateur de la route est dans un sens ou un autre vulnérable. Mais il y a des différences, parce que certains usagers de la route ont une telle vitesse qu'ils peuvent facilement nuire à d'autres usagers de la route. Certains usagers de la route, en tant que piétons et cyclistes, ont en général une vitesse qui rend difficile de nuire sérieusement à des autres utilisateurs, mais ils sont d'eux-mêmes facilement laissés par des autres. C'est pourquoi, dans certaines littératures,
et recherche, seuls les piétons et les cyclistes sont considérés comme des usagers vulnérables, mais dans le module 4, sur la route sûre, la leçon 3 est basée sur cette définition. Mais il y a d'autres auteurs qui définissent le terme usager de la route vulnérable dans un sens plus large. Ils y comprennent également motorisés de roues, basés sur l'idée que les motocyclistes ainsi que les piétons et les cyclistes n'ont qu'une protection limitée ou pas autour d'eux. Ils n'ont pas de coquilles pour les protéger. Dans un accident, il y a toujours un contact direct avec le corps et l'autre objet, soit le sol, soit un autre véhicule. Dans certains cas, les passagers des voitures et d'autobus peuvent également être considérés comme des usagers vulnérables de la route. Bien qu'ils aient plus de protection autour d'eux et que des ceintures de sécurité routière puissent être disponibles, ils n'ont pas d'impact direct sur l'accident. Nous préférons utiliser le terme usager vulnérable de la même manière que Wegman et Hart dans leur travail en 2006 sur l'avancement de la sécurité durable. Promouvoir la sécurité durable, c'est leur publication qui est faite par le SWOF. Ils ont utilisé 2 critères pour déterminer un usager vulnérable. Le premier critère est lié au fait d'être non protégé, ce qui nous amène à la subdivision par mode de transport, piéton, cycliste, motocycliste. Deuxièmement, la vulnérabilité est également liée à l'incapacité, qui peut nous conduire à une subdivision par âge, les enfants, les conducteurs débutants, qui ont un certain niveau d'incapacité aussi. Mais les personnes âgées et aussi des handicapés. Ainsi, selon le point de vue des critères utilisés, différents types d'usagers vulnérables peuvent être définis. Le taux de mortalité des usagers vulnérables de la route diffère d'un pays à l'autre. Le OMS a estimé qu'en 2010, dans le monde, un décès sur les routes sur 5 concerne un piéton. Et en plus, 1 sur 5 est un 2 ou 3 roues motorisées. Pour le continent africain, basé sur 24 pays africains, la plupart des piétons dont les accidents mortels est beaucoup plus élevé, 35%, et les des rues motorisées ne prennent que 5%. En ce qui concerne les 2 ou 3 routes motorisées, il y a une grande différence naturellement entre les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Dans les pays à faible revenu, les 2 rues sont plus présents dans les décès, même pour les piétons. Regardons un peu plus près les différents types d'usagers vulnérables. Nous l'avons déjà mentionné et surtout le groupe défini par le deuxième critère, vulnérabilité liée à l'incapacité, en particulier les enfants et les conducteurs novices. Tout d'abord, quelques commentaires sur les enfants. Le temps que nous considérons les enfants comme des mini-adultes est déjà loin derrière nous. Mais encore, nous ne reconnaissons pas toujours leurs caractéristiques typiques et leurs impacts sur la sécurité routière. Les écoliers n'ont pas les mêmes compétences que les adultes pour porter un jugement adéquat dans une situation de circulation. La visibilité est le sens le plus important dont nous avons besoin. En raison de leur petite taille, les enfants ne peuvent pas tout surveiller dans une situation. Ils ne peuvent pas regarder à travers ou au-dessus d'une voiture comme des adultes, et souvent il y a toutes sortes d'obstacles qui empêchent une bonne vue.
La même restriction de leur forme signifie qu'ils ont une perspective de profondeur différente qui rend plus difficile d'estimer la distance des voitures. En tant qu'adultes, nous avons également un champ de vision très large. À l'arrêt, nous examinons facilement une image de 180 degrés sans avoir à tourner la tête. C'est beaucoup plus limité chez les enfants. Bien que le système auditif des enfants reçoive tous les sons, c'est souvent difficile de trouver la source de ces sons. Le klaxon d'une voiture est connu, mais d'où vient cette voiture? L'attention est encore très fragmentée jusqu'à l'âge de 8 ans. On peut difficilement garder beaucoup des éléments différents en même temps. Ils sautent d'image en image. Les choses les plus frappantes, panier de crème glacée, parents amis ou un chien, obtenir toute l'attention et les phénomènes de bord, comme la circulation, tombent. À un jeune âge, beaucoup d'attention est encore nécessaire pour le mouvement en soi. Les obstacles et les seuils difficiles dans la circulation font souvent perdre l'équilibre aux jeunes enfants. Les enfants apprennent aussi le vélo à cet âge. Pendant cette période initiale, tous les mouvements difficiles, maintien de l'équilibre, la direction, le pédalage et regarder en même temps, freiner, nécessitent beaucoup de pratique et d'attention. Les enfants cyclistes peuvent donc se déplacer dans une direction inattendue assez rapidement, ou n'ont aucun œil pour l'autre trafic à tout. En général, on peut dire que les enfants de moins de 10 ans ne peuvent pas jamais faire du vélo tout seuls. Les actions des enfants sont souvent impulsives. Ils y vont et après ils y pensent. Cela donne des situations typiques dans le trafic. Par exemple, si tu vois une balle, presque chaque fois, l'enfant vient directement après. En tant que parent, n'attendez jamais votre enfant à l'autre côté de la rue parce qu'il traverse la rue sans voir les véhicules. Si un autobus scolaire s'arrête, je peux vous garantir qu'un enfant traverse la rue sans regarder correctement à la circulation. Il y a souvent toute une différence entre le moment où les enfants sont seuls et le moment où ils sont en groupe. Dans un groupe de pairs, l'attention n'est pas, ou insuffisamment, sur le trafic. L'accent est mis sur être ensemble, leurs discussions, leurs jeux, leurs plaisirs. La pression du groupe joue donc un rôle important au moment où une décision doit être prise. Est-ce que je peux passer le feu rouge ou vais-je attendre? Les enfants, souvent, suivent le groupe, même quand ils savent bien que c'est dangereux. La proportion de décès sur les routes dans le groupe d'enfants âge 5 à 15 ans est différente dans les pays à faible revenu par rapport aux pays à revenus élevés. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette différence. Dans les pays à faible revenu, la proportion de piétons et de deux-roues motorisés est plus élevée que dans les pays à revenus élevés. Une étude de Jaco et Aron au Botswana en 2000 a déclaré que 30% de victimes de piétons étaient moins que 16 ans. Un autre groupe plus vulnérable sont les conducteurs novices. Dans la plupart des pays, un peu partout dans le monde, les conducteurs débutants de moins de 25 ans représentent la plus grande part des accidents de la route et des décès. Pourquoi? La maîtrise de soi à cet âge est encore faible et encore en évolution. Les jeunes conducteurs n'ont pas encore beaucoup d'expérience et pour conduire dans des différentes circonstances qui peuvent changer tout le temps, on doit avoir beaucoup d'expérience. La plupart des comportements au volant demandent encore une certaine énergie et attention. Ils ne sont pas encore automatisés.
Parfois, les jeunes conducteurs prennent le volant pendant des circonstances plus risquées, pendant la nuit, après avoir bu, avec des copains qui peuvent motiver le conducteur de faire des risques. Dans les pays européens, la proposition des fatalités des jeunes conducteurs est de 2 à 3 fois supérieure à leur part dans la population totale. Les accidents de la route sont le plus meurtriers parmi les 15 à 24 ans dans les pays de l'OCDE. Nous n'avons trouvé aucun chiffre précis pour les pays africains. Le OMS ne nous donne que des informations plus générales avec des très grands groupes d'âge. En ce qui concerne les pays à faible revenu, le groupe d'âge le plus vulnérable est situé entre 30 et 44 ans. Il n'y a plus de distribution concernant le mode de transport. Prenez quelques instants maintenant pour revenir dans votre mémoire quand vous étiez un adolescent de 18 ans. Tu te souviens encore des choses que tu as faites à l'époque? Quel genre de véhicule conduisiez-vous? Comment était ton comportement à ce moment? Avez-vous fait des erreurs, des violations? Essayez de vous souvenir des réactions de vos pères. Ce qui fait que les jeunes conducteurs sont plus à risque dans la circulation dans votre pays. Alors arrêtez la vidéo et notez toutes les choses possibles que vous pouvez l'imaginer. N'oubliez pas de redémarrer la vidéo après la suite. Vous avez déjà trouvé plusieurs faits qui jouent un rôle dans la surreprésentation des jeunes conducteurs dans l'accident. Nous pouvons les organiser en 3 grandes catégories. Premièrement, le développement physiologique. Deuxièmement, les compétences cognitives. Et troisièmement, le contexte social et la personnalité. Ici, nous ne pouvons donner qu'une brève indication de chaque de ces facteurs. Si vous voulez plus de détails, s'il vous plaît, allez à l'étude européenne Dakota sur le website de EU, www.dakota.projet.eu. En ce qui concerne le développement physiologique, 2 facteurs peuvent jouer un rôle dans le taux de mortalité plus élevé des jeunes conducteurs, surtout le développement de lobe préfrontal du cerveau qui est toujours en cours au moment que la plupart des jeunes apprennent à conduire. Cette partie du cerveau est responsable des fonctions exécutives les plus complexes comme le contrôle des impulsions, l'adaptation du comportement actuel, la prise de décision sur la base des priorités, etc. Le développement de ce cortex se produit entre l'âge 21-25 et est un peu moins vite que les structures cérébrales qui sont responsables pour des réactions plus affectives. Ainsi, l'émotion devient d'abord, la réflexion après. Pendant l'adolescence, les changements hormonaux influencent également le comportement, particulièrement chez les jeunes hommes. Le niveau plus élevé de testostérone peut induire le comportement de recherche de sensations qui est dangereux dans une situation de trafic. Beaucoup de compétences de conduite ont besoin d'une longue expérience pour être effectuées sur une manière plus automatique. Les conducteurs novices n'ont pas encore assez d'expérience, ils doivent pratiquer. Leur attention est toujours encore concentrée sur la tâche de conduite technique et pas sur les tâches d'ordre supérieur plus compliquées comme la perception des dangers. Ils scannent l'environnement, mais ils ne font pas avec une bonne sélection. Parfois, ils choisissent des indices sans importance et oublient les plus dangereux. L'aspect social et de personnalité sont dans la plupart des cultures spécifiques à ce groupe d'âge. Un adolescent cherche toujours à établir une sorte d'équilibre entre ses propres besoins
et impulsions et les exigences de son environnement et de sa société. Avec ses pairs, il y a du mal à résister à la pression du groupe. Ses pairs le poussent à accélérer ou à boire et conduire. Et un jeune homme est facilement affecté par cet appel. L'acceptation des règles et de l'autorité ne va pas de soi. Les jeunes hommes ont tendance à tester leurs limites. Certaines études ont montré qu'un conducteur sera plus prudent s'il assume un rôle plus responsable dans la société. Au moment qu'il se marie, il devient père, avoir une indépendance financière, etc. Revenons un peu sur la structure de cette session. Dans une première partie, on a parlé de la définition du terme vulnérable et on a vite résumé la problématique des deux groupes avec une très grande vulnérabilité, les enfants et les jeunes conducteurs. Dans une deuxième partie, on va discuter sur certains comportements. Regardons un peu plus les différents problèmes que chaque usager de la route doit faire face indépendamment de son mode de transport. Lors de la session 1 de ce module, nous avons déjà fait un aperçu des erreurs les plus dangereuses que les usagers peuvent faire. Ici, nous allons nous concentrer sur deux autres erreurs involontaires et expliquer leur nature, leurs conséquences négatives possibles et ce qu'on peut faire pour les prévenir ou pour minimaliser leurs résultats négatifs. Les deux qu'on a choisis sont la fatigue et la distraction. Mais prends un peu de temps pour parler de la visibilité dans une première partie. Visibilité. Regardez la vidéo et découvrir la différence entre les trois personnes. Après 20 mètres, la personne avec les vêtements en noir est déjà disparue. Après 50 mètres, aussi la personne avec des vêtements blancs est disparue. Avec un peu d'aide de Shakespeare, on pourra dire « voir ou être vu ». Ça, c'est la question. En effet, la perception visuelle dans toutes ses dimensions est cruciale pour la conduite. La plupart des informations dont nous avons besoin en tant qu'utilisateurs de la route sont de nature visuelle. La perception de l'information visuelle se compose de trois composantes. La visibilité pure, la visibilité et l'attention, et la reconnaissance. Visibilité pure concerne la question simple « peut-il être vu ?» Dans le trafic, il est important de voir les objets à une certaine distance, en fonction de sa vitesse. Revenons aux vidéos de trois personnes. Si la voiture derrière les piétons roule à 50 km/h, il a besoin d'environ 26 mètres pour s'arrêter. On prend 40 mètres pendant la seconde de réaction et après la voiture a besoin de 12 mètres pour s'arrêter. La personne en noir est seulement visible quand il est à une distance de 20 mètres. C'est déjà trop tard pour freiner. Il y a aussi des situations dans lesquelles certaines informations essentielles sont cachées derrière des objets. Et naturellement, si le soleil est disparu, on ne voit pas tous les aspects. C'est pourquoi les véhicules doivent avoir des feux. Pas seulement pour donner une meilleure vue aux conducteurs, mais aussi pour se faire voir par des voitures, des usagers d'autres. Il faut se démarquer. Les informations importantes doivent non seulement être visibles, mais aussi attirer l'attention du conducteur. Lorsqu'il y a beaucoup de signaux différents, certains objets peuvent disparaître ou être détectés trop tard. Des couleurs ou des mouvements spécifiques peuvent augmenter l'attention. Mais s'il y a trop d'indications, on peut se sentir perdu et on ne peut pas toujours faire la différence entre ce qui est vraiment important et qui n'est pas important.
Et s'il y a des choses qui attirent beaucoup d'attention, mais qui n'ont rien de voir avec la circulation ou qui n'ont aucune importance pour la situation, on peut devenir distrait et on se trouve dans une situation dangereuse. La reconnaissance, le dernier aspect de visibilité, l'objet doit être reconnu par l'usager de la route comme un signal spécial, afin qu'il soit plus facile d'adapter son comportement parce qu'il connaît son sens et ce qui pourrait arriver. Dans la première courbe, on peut avoir l'impression que la route va tout droit, ou que la courbe est plus grande indiquée par la forme des arbustes. Dans la deuxième situation, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas une courbe. On peut améliorer ces deux situations par un changement des plantations qui suivent à ce moment le tracé de la route. Prenez un temps de réfléchir aux solutions possibles pour réduire ou résoudre les problèmes de visibilité. Ne cherche pas seulement des situations extraordinaires, pensez en grosse. Est-ce que vous avez déjà rencontré des problèmes de visibilité dans votre pays et comment on peut les résoudre? Arrêtez la vidéo, faites les réflexions et après tu redémarres la vidéo. La fatigue. La fatigue et la somnolence au volant sont des problèmes majeurs au sein de la sécurité routière. Dans cette présentation, nous utilisons les termes fatigue pour ces deux phénomènes étroitement liés. La fatigue est un état de vigilance altéré qui réduit la capacité et la motivation d'agir. La fatigue a un aspect physique et mental ou psychologique. Il y a 5 causes générales de la fatigue au volant. Naturellement, premièrement, le temps consacré à une tâche ou un emploi. La privatisation du sommeil. On a un certain biorhythme. La monotonie de la tâche, surtout dans les grands corridors. Et des caractéristiques individuelles, y compris les conditions médicales et la consommation d'alcool, de drogue et de médicaments. La fatigue au volant entraîne un certain nombre d'effets négatifs, y compris le temps de réaction qui est plus lent, une diminution de la vigilance, une diminution des niveaux de traitement de l'information. Il n'est pas facile de déterminer la part de la fatigue en tant que cause de l'accident de la route. Les estimations scientifiques fondées sur des recherches approfondies des accidents de la route indiquent qu'environ 10 à 15% des accidents de la route sont liés à la fatigue. Un livre blanc publié en 2013 sur la somnolence, rédigé par des experts européens du sommeil et de la fatigue, estime que la somnolence joue un rôle dans environ 20 à 25 des accidents. Les mesures contre la fatigue peuvent se concentrer sur les conducteurs, les entreprises, les routes ou les véhicules. Les conducteurs peuvent être sensibilisés au danger et aux meilleures contre-actions par le biais des campagnes. Les entreprises de transport peuvent mettre en œuvre une politique de lutte contre la fatigue. Les routes peuvent être équipées de marqueurs qui fournissent une rétroaction audio-tactile et peuvent également être équipées avec des protections d'épaule ou de zones sans obstacles pour réduire les effets d'accidents liés à la fatigue. Le long des autoroutes, des lieux de repos sûrs peuvent être installés afin que les conducteurs aient la possibilité de s'arrêter à temps et de se reposer. Enfin, la fatigue peut être encore contrôlée par une amélioration de la législation sur le temps de travail et de repos et par des systèmes d'avertissement spécifiques et des systèmes de détection de la fatigue dans les véhicules. La fatigue est un problème général, mais
elle est plus importante pour les conducteurs professionnels. En 2011, les universités médicales, en collaboration avec les centres de médecine du travail au Maroc, ont fait une recherche sur 5 566 chauffeurs professionnels, taxis, bus, camions, concernant leur situation médicale liée à la conduite. Les conditions de travail des camionneurs étaient difficiles et les problèmes de sommeil étaient fréquents. Le score d'Epworth, plus de 10, est une indication d'avoir un vrai problème de somnolence. Plus d'un quart des conducteurs de camions et de bus sont dans les zones problématiques. Pour les chauffeurs de taxi, c'est la moitié. Parlons de la distraction, on doit faire la distinction entre une période d'inattention et une période de distraction. L'inattention est un état plus général pendant lequel le niveau d'attention est un peu diminué, mais on réagit sur un niveau automatique où on travaille dans un mode pilote. Pendant la distraction, on a beaucoup d'attention, mais on se concentre sur une autre chose que sur l'activité qui est le plus important. En d'autres mots, on déplace son attention et son énergie vers des aspects moins essentiels. On peut être distrait dans tous les sens, par des bruits, des images, des pensées, des manipulations. Il y a un certain nombre d'études qui sont principalement en relation avec le smartphone au volant. Ces études montrent que les conducteurs dépensent 25 à 30% à se livrer à des activités de distraction pendant qu'ils conduisent. Il est difficile de déterminer un lien de causalité entre la distraction et les accidents de la route, mais on estime que la distraction joue un rôle dans 5 à 25% des accidents. Les panneaux publicitaires à côté de la route sont également une source de distraction, surtout s'ils contiennent des images et mouvements. Le temps de réaction est plus long. Le conducteur détourne souvent le regard de la route et moins de danger et les panneaux de signalisation qui sont remarqués, et le conducteur est moins en mesure de rester stable sur la bonne voie. Prenez quelques instants pour réfléchir sur les problèmes typiques concernant les usagers de la route dans votre pays. Outre les problèmes précédents, quels comportements ou circonstances qui peuvent mener à des conflits sur la route sont présents dans votre pays ou dans votre région? Pouvez-vous également indiquer dans quelle mesure ce problème existe? Pensez aux autres types d'usagers de la route, les conducteurs, mais aussi aux des piétons et tout ça. Pensez aussi aux situations rurales et urbaines. Le rapport sur la sécurité routière de l'Organisation mondiale de la santé identifie 5 facteurs clés de risque liés aux usagers de la route. Il s'agit de la vitesse, de la conduite en état d'ivresse et de l'omission d'utiliser des casques, des ceintures de sécurité routière et des dispositifs de retenue pour les enfants. On classe également la conduite sous l'influence des drogues et l'utilisation des téléphones mobiles au volant comme des facteurs à risque émergents. Mais ce ne sont pas les seuls et leur importance peut être différente d'un pays à l'autre. Quelques exemples de problèmes qui sont plus fréquents dans les nombreux pays africains sont mis ici sur la diapositive. Il s'agit de l'énorme présence de deux-roues motorisés ne portant pas de casque et parfois surchargés. Au Burkina Faso, une enquête a été menée sur les raisons pour lesquelles les gens portaient ou non le casque sur une moto. On était surpris par le fait que la plupart des personnes savent bien qu'un casque protège bien la personne en évitant des blessures, mais qu'ils ont beaucoup d'autres raisons pour ne pas mettre le casque. C'est trop chaud, on n'entend rien, pas bien pour la coiffure. Comparez cette liste avec la liste que vous avez faite. Probablement, il y a des différences. Donc, nous allons résumer ce que nous avons vu dans cette deuxième session très longue sur les usagers de la route. Tous les usagers de la route sont vulnérables. Notre corps
est très fragile. La vitesse est le facteur le plus important en ce qui concerne la gravité des blessures. Les usagers de la route diffèrent par leur vulnérabilité en fonction de leur protection et de leurs compétences. Dans les pays à faible revenu, les deux roues sont plus présentés dans les décès par rapport aux pays à revenus intermédiaires et les piétons sont plus présents par rapport aux pays à revenus élevés. Les enfants ont besoin d'une protection spéciale. Leurs compétences ne sont pas encore suffisamment développées pour faire face à l'environnement de la circulation. Chaque pays, chaque culture a ses propres problèmes et habitudes spécifiques qui influencent le comportement. Néanmoins, il existe des problèmes de sécurité routière universelle dans le monde entier, comme la vitesse, la conduite sous l'influence, la visibilité, le défaut d'utiliser des protections nécessaires. Il est important d'identifier les comportements spécifiques et les facteurs qui influencent le comportement avant de lancer des initiatives. Le OMS a publié plusieurs manuels sur ce genre de sujet. Vous pouvez les trouver avec le lien qui est indiqué ici. Les manuels qui sont disponibles sont les piétons, la ceinture, les casques, alcool au volant, vitesse. Succès et merci pour votre attention.